Donc bonjour à tous. Donc je m'appelle Corentin Barbu, je suis chargé de recherche dans l'UMR Agronomie et j'aimerais bien qu'on mette ma première diapo. Ah, c'est moi qui la peux. Ok, juste. Donc je coordonne avec Rémi Ballot le projet Mokoriba Grande Culture. Donc c'est la modélisation et communication sur le risque bioagresseur en grande culture. Autant dire que dans mon équipe, on ne peut pas trop faire des jolies vidéos, comme ce qu'on vient de voir. En tout cas, pas sur ce projet-là. Donc ce projet se focalise sur les traitements insecticides et fongicides. Oui, ce qui n'est pas forcément le plus vendeur en grande culture, puisqu'aujourd'hui le principal problème c'est les herbicides, mais c'est quand même quelque chose qui est très important d'un point de vue environnemental et potentiellement santé humaine. On travaille donc sur les grandes cultures et on se limite à la France métropolitaine pour pas avoir trop de choses différentes à traiter. Ceci dit, on essaye de traiter un maximum de grandes cultures et un maximum de maladies et de ravageurs sur les grandes cultures. Actuellement, on a à peu près 35 maladies ou ravageurs qu'on essaye de gérer dans ce projet, donc c'est quand même assez large. Le constat dont on est parti, c'est qu'il y a une pression sociétale très forte pour la baisse des traitements, une stagnation, voire une augmentation des ventes, si on les compte en ODU, et qu'on a une opportunité qui est relativement peu mobilisée, c'est la présence de bases de données nationales qui peuvent être mises en relation. Et c'est donc l'objectif de ce projet, de mettre en relation ces bases de données nationales pour pouvoir faire de la modélisation statistique et enrichir l'information tactique pour décider du traitement et pour permettre aussi des comparaisons entre exploitations, donc plus de la réflexion stratégique. On est parti de quelque chose d'assez ouvert sur ce projet en se disant vraiment quels sont les outils qui vont permettre de rendre ces informations utilisables. On était très ouvert sur les outils qu'on pouvait mettre en place. Et pour cela, donc on savait qu'on voulait utiliser les bases de données nationales. Ça, c'était assez clair. Donc, données défis, on avait déjà plus de 10 ans de données. Pour le bioagresseur, on a aussi plus de 10 ans de données. Et on a la météo Safran à la commune qui est assez disponible. La difficulté de tout ça, c'est qu'on est obligé de se mettre au niveau de la commune. Au départ, on avait un objectif de se mettre à la parcelle, mais étant donné la disponibilité des données d'exploitation défis uniquement à la commune, on était obligé de revenir à une échelle un peu plus large. Donc à partir de ça, on était donc très ouvert et on a essayé de faire un diagnostic des usages. Donc on a quelqu'un qui a vu différents agriculteurs, différentes personnes pour voir qu'est-ce qui était fait et de quoi on avait besoin pour réduire les pesticides. On a observé qu'il y avait une utilisation assez limitée en fait des OAD contre les fongicides et contre les maladies et les ravageurs. Par contre, il y avait un gros intérêt de voir ce qui était fait dans d'autres exploitations pour pouvoir voir quel était le risque qu'il y avait à réduire son utilisation de produits phytosanitaires. Et qu'il y avait aussi un manque d'évaluation des pertes potentielles. On a souvent des seuils de pertes, mais on ne sait pas en fait, des seuils de traitement, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'on risque à dépasser ces seuils ou à laisser filer tout simplement. Donc là, il y avait un gros intérêt là-dessus et c'est un peu là-dessus qu'on s'est dit qu'il fallait répondre. On a fait ensuite des ateliers de conception en réfléchissant à qu'est-ce qui serait un outil optimal de gestion, quels seraient les outils, aussi un outil idéal avec les données qu'on a, donc un peu plus restreint. Et on a commencé à faire une interface que je mets là juste sur le principe pour que ce soit un peu plus clair. On pourrait avoir, donc par exemple, ça fait aussi pointeur ce truc? Non. Donc on a des... J'avais 8 minutes. Ok. Juste pour être sûr. Donc on a les différentes cultures et on peut positionner une exploitation en termes de rentabilité, en termes d'IFT par rapport aux autres exploitations de même type. Donc on essaye d'identifier si une exploitation est dans des conditions similaires de météo et de sol. Et on peut voir qu'on a
on est plutôt un mauvais élève ou plutôt un bon élève. Voilà, on peut se positionner de différentes manières. Ça, c'est un extrait de l'application qu'on a commencé à développer. Et on peut envisager d'autres visualisations, se positionner non pas seulement par rapport à l'ensemble du groupe, mais par rapport à ceux qui sont à la fois meilleurs en IFT et meilleurs en rendement, ou ceux qui sont moins bons, donc pouvoir essayer de regarder sur les autres pratiques que l'IFT, est-ce qu'il y a des pistes qui nous permettraient de réduire les IFT. On peut aussi comparer les IFT mensuels et se comparer à d'autres adhérents d'un réseau, et notamment on commence à travailler avec Euralis. Et donc pour pas se... là, d'un point de vue technique, on a toute une infrastructure qui a été pensée et qui maintenant est largement réalisée pour éviter aux agriculteurs de rentrer leurs données une fois de plus. L'objectif, c'est 0 entrée de données par les agriculteurs. On réutilise tout ce qu'ils ont déjà sur base. Donc on a une interface programmeur qui permet à des programmeurs complètement indépendants du projet d'interroger notre base de données par rapport aux informations des agriculteurs qu'ils peuvent avoir sur base. Et on a donc commencé aussi la modélisation, d'une part des agriculteurs, d'une part des bioagresseurs, pardon, en fonction de la météo passée, du paysage, enfin de plein de choses. Mais une modélisation qui est maintenant en très bonne voie. On est en train de généraliser sur l'ensemble des 35 bioagresseurs la modélisation qu'on fait jusqu'à maintenant. Et modélisation aussi de l'effet de ces bioagresseurs sur le rendement, pour répondre à cette question de qu'est-ce que je risque si je diminue mon IFT. Donc en conclusion, on a réalisé un diagnostic des usages qui nous a permis d'orienter sur les solutions qu'on voudrait apporter à partir des ressources qu'on mobilise. On a largement fait l'importation, l'association des différentes données, ce qui n'était pas évident puisqu'elles n'étaient pas sur les mêmes points au départ. On a aussi largement avancé sur les points de vue très techniques de développement. On a insisté sur le fait tout à l'heure qu'on voulait des choses qui permettent le déploiement. Donc là, sur le déploiement, on est déjà bien, en tout cas d'un point de vue maquette et d'un point de vue premiers utilisateurs. Je pense qu'on peut servir sans problème aujourd'hui de l'ordre entre 100 et 1000 utilisateurs par jour. Et sur la comparaison entre exploitations, ce qui est en cours. Donc on finit la modélisation des bioagresseurs, on avance sur la modélisation du rendement sur lesquels on a eu des petits problèmes de validation, et on va commencer les premiers tests auprès des utilisateurs pour la partie comparaison entre exploitations cet automne avec Euralis. En termes de perspective, on aimerait pouvoir prendre en compte le risque bioagresseur dans les comparaisons. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, et identifier les marges de réduction par année pour aider à l'identification des traitements superflus. Je vous remercie de votre attention. Au revoir. Merci Corentin. Et donc on a le temps pour une question. Il n'y en a pas sur le chat. Il y en a une dans la salle, c'est possible. Et sinon, si Didier peut se préparer, c'est bien. Johan. Oui. Donc on cherche à identifier les marges de réduction du IFT en faisant de la modélisation des pertes de rendement en fonction de la présence des bioagresseurs et en fonction de l'IFT, puisqu'on a les pratiques qui sont utilisées dans les fermes défis. Donc on voit pour une même pression de bioagresseurs, en gros, si on traite pas, qu'est-ce que ça fait? Et on fait une courbe réponse. Une courbe de réponse, c'est ce qu'on avait, c'est ce sur quoi je suis passé très rapidement ici, là. Ça, c'est de la courbe de réponse en haut, en fonction de l'IFT. Et donc on peut après, par rapport à un rendement, à un prix de vente et un coût des IFT moyens, voir où est-ce que c'est intéressant. Pour l'instant, les premiers résultats, c'est que sur le blé, on est déjà très optimisé dans le réseau défi. C'est difficile de faire mieux que ce qu'il y a actuellement. Par contre, sur le colza, il y a des marges de réduction assez fortes, ce qui corrèle assez bien avec l'idée qu'on peut avoir de ce qu'on est déjà très technique sur le blé, mais qu'on est moins technique sur d'autres cultures moins utilisées. Merci Corentin. Donc Didier. Je reste là. Ouais, tu peux, oui. Et puis après, ça sera Sonia qui se préparera.
Bonjour, je suis Didier Lecouturier, donc je suis enseignant-chercheur à l'Université de Lille et je vous présente le projet CERES. C'est un projet qui vise à développer une solution de biocontrôle antifongique sur une culture céréalière. Et donc on est plusieurs partenaires dans ce projet, hein, donc l'Université de Lille avec le laboratoire BioEcoAgro, l'INRAE avec la station de pathologie végétale, l'Hypofabrique, qui est une société qui fabrique des extraits de bactéries à visée phytosanitaire, Junia, qui est un groupement universitaire qui nous réalise les essais en serre, l'Université de Liège aussi, qui est associée, et Arvalis, qui est un centre technique qui réalise pour nous les essais, pour le projet, les essais en champ. Alors le modèle qu'on a utilisé pour le projet, c'est la septoriose du blé. C'est une maladie importante de cette culture qui est due à un champignon qui est Zymoseptoria tretici et qui est responsable de pertes importantes de rendement s'il n'y a pas de traitement. Et cette culture, le blé, parce que ça correspond en fait à une très grande partie des surfaces cultivées en France, et donc ça impacte fortement l'utilisation des produits phytosanitaires. Alors l'objectif global du projet, hein, c'est de proposer un nouveau produit de biocontrôle dans la catégorie des substances naturelles, puisqu'il s'agit d'un extrait de culture microbienne et du genre Pseudomonas, et qu'il y a très peu de solutions de ce type qui sont proposées actuellement en biocontrôle. L'objectif précis de CERES, hein, c'est de démontrer au niveau terrain que les extraits de culture de bactéries Pseudomonas permettent de protéger le blé contre la septoriose. Et donc, ce qu'on propose, c'est le passage d'un TRL3 à un TRL5. Les points critiques du projet, c'est d'une part d'être capable de définir un procédé qui permet de produire la solution de biocontrôle avec des quantités suffisantes et à un coût acceptable, donc avec un procédé qui serait industrialisable, et d'autre part de démontrer en fait l'efficacité et la fiabilité du résultat de protection sur les cultures en champ. Alors les premiers résultats qu'on a, c'est d'une part le développement du procédé de production de la solution, qui est un livrable du projet. L'objectif, c'est de réaliser en fait le changement d'échelle de la culture microbienne et de la préparation de l'extrait microbien, qui est en fait un surnageant de culture dépourvu de cellules, de techniques qu'on utilise qu'à la paillasse à des techniques qui vont pouvoir être utilisées à une échelle pilote ou à une échelle industrielle. Donc, je vous ai mis un petit schéma de ce procédé de production qui est en fait assez simple, hein. Donc on part de... Ça marche pas. Donc on part en fait d'une culture de colonie, on passe au fiole, donc ça c'est le stade que normalement on avait atteint au niveau laboratoire, et on est passé à une production en bioréacteur, et on a développé en particulier un bioréacteur qui est particulièrement simple, qui est un réacteur à fluidiser pour produire des volumes de plusieurs litres en fait, de surnageants de culture actifs. Et puis ensuite, on a des techniques de centrifugation ou de filtration qui permettent d'extraire le surnageant de culture et de le stériliser, en fait, c'est-à-dire de retirer la totalité des cellules. Et donc, on a vraiment un produit, ce qu'on souhaite développer, c'est un produit liquide, en fait, qui puisse être un substitut des produits phytosanitaires tels qu'ils sont appliqués actuellement. Alors ça nous a permis en particulier de produire suffisamment d'extraits bruts bactériens pour faire des essais en serre et puis des essais au champ. Donc là on a atteint en fait ce stade où on est capable de produire pour les essais au champ. D'autre part, on a donc vérifié l'efficacité de la solution obtenue en bioréacteur sur des essais en serre sur plantes. Et donc, on obtient une réduction de la septoriose qui peut atteindre de 79%, avec 100% en fait
sur un agent de culture additionné à un agent de contact, en fait, qui facilite l'étalement de la solution sur les feuilles de blé, ce qui est plutôt un bon résultat. Et actuellement, au niveau du procédé, on est en train de travailler à l'augmentation de cette activité pour pouvoir utiliser le produit à des dilutions supérieures. Donc, d'autres résultats qui sont actuellement acquis aussi, c'est un test pour pouvoir vérifier la sensibilité de Zymoseptaria tritici aux extraits bactériens de Pseudomonas. Et donc, on a l'INRA d'Avignon, en collaboration avec Julia, a développé 2 tests, en fait, un test en milieu solide et un test en milieu liquide qui permet de vérifier en fait d'une part l'activité d'une dilution du milieu de culture sur la souche de Zymoseptaria tritici et de tester d'une part la sensibilité des différentes souches de Zymoseptaria pour tester l'efficacité en fait de la solution sur une variété de souches, puisqu'il y a une grande diversité en fait de sensibilité, et d'autre part tester le développement de la résistance des souches sur ces extraits bactériens, qui sont formés en fait d'un mélange de molécules. Alors le projet prévoit en fait un transfert des connaissances, d'une part par la diffusion des résultats auprès des producteurs, essentiellement via le réseau Arvalis, et il y a une première diffusion au niveau des groupes de techniciens et des agriculteurs grâce au centre technique Arvalis. Il y a aussi une diffusion auprès du consortium Biocontrôle, toujours grâce à Arvalis qui pilote le réseau d'expérimentation. Et puis l'Hypofabrique a monté un réseau en fait, d'industriels qui est capable de produire, formuler et diffuser le produit pour sa commercialisation. Donc là, au niveau de la valorisation, on a, le projet prévoit, ce n'est pas encore fait, de développer une boîte à outils qui permettra aux agriculteurs de fournir aux agriculteurs en fait, les données d'utilisation de la solution de biocontrôle. Et puis, on a fait une valorisation scientifique récente là, au Congrès International Natural Product and Biocontrol à Perpignan. Ah, c'était un petit... Donc, en fait, c'est au champ, puisque c'est quand même le but de nos tests. Donc, on a fait une première série on a fait un premier test ici pour valider la méthode cette année avec Arvalis, et plusieurs modalités de traitement sont prévues courant 2023. Et puis, il y a des essais aussi de production à grande échelle au niveau de l'Hypofabrique qui sont également programmés. Merci bien. Est-ce qu'il y a une question, Éléonore, côté? Alors, s'il y a une question de la salle, j'arrive. Simon. Bonjour, Simon Fellous, chercheur INRAE. C'est quoi le mécanisme qui fait que le surnageant des Pseudomonas est actif sur la septoriose? Alors, ça marche ça? C'est essentiellement basé sur la présence de l'hypopeptide. Et l'Hypofabrique, en fait, est une société qui s'est spécialisée dans la production de surnageants lipopeptidiques, essentiellement à partir de bacillus. Vous entendez pas? On en parle tout à l'heure. Et donc, on va écouter maintenant Sonia, puis Sébastien aussi. Et donc, comme ça, c'est des projets qui ont été lancés en 2021. Ils n'ont pas d'avancée particulière, ils n'en sont pas à mi-parcours, et donc le temps de présentation est plus court. Sonia, on vous écoute. Bonjour, donc, je suis Sonia Ripa, donc, je suis ingénieure de recherche à l'Université de technologie de Compiègne. Et donc, je vais vous présenter en quelques minutes le projet SHIELD qui porte sur le renforcement des propriétés antifongiques de glycolipides pour la protection du colza au champ. Donc, c'est un projet qui se fait en partenariat entre le laboratoire Génie enzymatique et cellulaire, donc de l'UTC associé au CNRS, et le laboratoire Résistance induite et bioprotection des plantes, donc rattaché à l'Université de Reims Champagne-Ardenne et de l'INRAE.
Donc les glycolipides auxquels on s'intéresse dans le projet sont des rhamnolipides, qui sont des tensioactifs, naturellement produits par des bactéries du genre Pseudomonas, qui sont biodégradables et faiblement écotoxiques. Et ce sont des composés qui ont la double propriété intéressante de stimuler à la fois les mécanismes de défense des plantes et d'avoir des propriétés antifongiques. Et le pathogène qui est ciblé dans le projet, la maladie qui est ciblée dans le projet, c'est le sclérotinia du colza, qui est la maladie dominante du colza et qui contamine donc les parcelles, les champs au printemps, et contre laquelle des pulvérisations avec des pesticides de synthèse sont systématiquement appliquées sur les cultures et contre laquelle il n'existe pas de variété résistante, et pour laquelle la forme de conservation du pathogène, le sclérote, peut rester dans une parcelle pendant une dizaine d'années. Donc, lors d'un projet antérieur, donc avec nos partenaires à Reims, nous avons mis en évidence un intérêt des rhamnolipides pour protéger le colza contre le sclérotinia. À la fois au laboratoire et au champ, nous avions néanmoins vu une baisse d'efficacité au champ et aussi quelques problèmes d'application. Donc le projet SHIELD maintenant vise à formuler des rhamnolipides qui sont produits par le partenaire industriel, l'entreprise Stepan Europe, donc par fermentation, tout en étudiant conjointement les mécanismes de perte d'efficacité, donc toujours en menant des travaux au laboratoire et au champ. Donc l'objectif du projet, c'est vraiment de renforcer l'efficacité au champ en prenant en compte l'aspect variétal, l'innocuité bien sûr de la formulation sur les plantes et en prenant en compte un éventuel effet sur le rendement, enfin vérifiant l'absence d'effet sur le rendement. Donc l'objectif du projet, c'est vraiment de proposer une solution de biocontrôle pour la culture du colza qui n'entraînerait pas de changement de pratique pour les agriculteurs et à plus long terme peut-être proposer la solution pour d'autres cultures sensibles, puisque le sclérotinia est un pathogène qui peut affecter jusqu'à 400 espèces de plantes. Donc je remercie les partenaires du projet, je remercie les organisateurs de la journée, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Pas de questions. On va tout de suite entendre Sébastien. Bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Faure, je travaille chez Inolea, une société de recherche qui est financée par 3 semenciers français, l'IDEA, l'Imagrin et RAGT, et puis le fonds de soutien à la filière oléagineuse Sophie Protéol. Donc je viens vous présenter le projet Bring It On, qui comme SHIELD est lauréat de l'édition 2021. C'est un projet qu'on a monté en partenariat avec l'unité mixte de recherche IGEP à Rennes, qui mélange à la fois des chercheurs de l'INRA, de l'Institut Agro, mais surtout de l'Université de Rennes, puisque l'ensemble des chercheurs qui sont impliqués dans le projet sont de l'université. Et en plus donc, de ce partenariat, on a aussi Terrinovia, l'Institut technique pour les oléoprotéagineux et le lin, qui est présent et qui est très important dans la partie valorisation et préconisation de la solution qu'on pourra avoir. Donc Bring It On, on va rester dans la thématique du colza. Cette fois, on va s'intéresser à un ravageur qui est le méligète. C'est un insecte qui est pollinivore, qui est ravageur du colza, qui se présente assez facilement lorsqu'on observe des champs de colza à la floraison. C'est des petits points noirs qu'on peut voir au milieu des abeilles, au niveau des anthères. C'est un très mauvais pollinisateur. Par contre, il a le désavantage de sortir d'hibernation juste avant la floraison, c'est-à-dire au moment où le colza est à ce stade, c'est-à-dire en bouton. Et donc pour accéder au pollen, le méligète est obligé de forer à l'intérieur des boutons et de détruire complètement les boutons. Ce qui peut arriver à des images comme ça, où lorsque la pression est vraiment intense, on n'a plus aucun bouton, plus de fleurs et donc plus de grains. Donc le colza n'a pas de résistance connue au méligète, et comme on l'a déjà présenté précédemment, il a l'IFT le plus élevé pour les espèces de grandes cultures derrière la pomme de terre. Et donc ce qu'on se propose, c'est de comprendre et de valider des composantes génétiques et biochimiques de la résistance au méligète qui est présente chez la moutarde blanche, une espèce qui est proche du colza, et qui permettrait d'avoir un levier de résistance variétale qui permettrait de partiellement compenser l'arrêt d'insecticides.
Donc, ce qu'on a pu réaliser avec l'IGEP sur les années précédentes, c'est l'identification en fait, d'une gamme de résistances chez la moutarde blanche. On va avoir en fait, sur le graphe que vous voyez en haut, tout à gauche, une variété de colza potentiellement résistante qui était l'IO, en tout cas celle qui se comportait le mieux dans tous les colzas qui avaient été testés. Et ce qu'on mesure ici, c'est le nombre de boutons qui auraient été mangés par les ménigètes. Et on voit que le nombre est assez conséquent sur l'IO en jaune. Et ensuite, les 4 autres couleurs représentent 4 moutardes blanches qu'on avait déjà identifiées au champ dans différents environnements avec soit de la résistance, soit de la sensibilité. Et on voit qu'on a vraiment des résistances qui ont été confirmées et de la variabilité qui existe. Donc ça, c'est notre point de départ pour Brangiton. Et à partir de ces variétés, on va essayer de déterminer quelles sont les composantes génétiques ou biochimiques. Je ne vais pas vous détailler ce schéma-là, il est bien présent sur le kakemono qui est juste ici, si vous voulez en parler plus tard. Mais l'idée, c'est qu'à la fin du projet, on puisse accéder à son déterminisme et donc proposer des outils les plus précis possibles pour transférer cette connaissance qui est chez les moutardes blanches, chez le colza, et ainsi fournir une solution inexistante pour la sélection variétale. Je vais m'arrêter en remerciant tous les partenaires du projet ainsi que les organisateurs. Merci beaucoup. Travailler cette facette d'amélioration génétique, une piste très sérieuse. Merci bien. Et donc on va reprendre une série et donc avec Ephitraps et puis Weed Biocontrol, qui sont 2 projets de l'appel 2019. Et donc Jean-Philippe, on vous écoute. Et donc il y a un pointeur. Si besoin, le petit point en haut, ça sera un pointeur. D'accord. Bonjour, je suis Jean-Philippe Trani, je suis ingénieur d'études à INRAE. Et donc je coordonne l'ANR Ephitraps, qui est un projet de biocontrôle qui vise à faire la démonstration de l'efficacité de pièges olfactifs connectés basés sur des diffuseurs contrôlables. C'est une notion fondamentale dans le projet. Et donc c'est un projet qui utilise les sémiochimiques appliqués à la protection des cultures et il mobilise les signaux de communication interspécifiques qui existent entre la févrole et la bruche. Donc la culture évidemment, donc c'est la févrole, et le ravageur est la bruche. Et ce projet est bâti autour d'un consortium comprenant une UMR qui est l'UMR ITAP d'INRAE, qui est l'UMR qui développe des technologies et des méthodes pour les agricultures de demain. Le partenaire industriel est la société Agriodor, qui est une start-up de l'agritech. Donc c'est une société qui est une spin-off de l'INRA, dont la directrice, les travaux de directrice, lorsqu'elle était en thèse à l'INRA, ont permis de développer 2 mélanges, 2 attractifs olfactifs basés sur des phéromones, permettant de manipuler le comportement des bruches à 2 stades végétatifs, au stade de la fleur et au stade de la gousse. Et on a un 3e partenaire qui est un partenaire universitaire, qui est l'université de Jean-Blou au travers du Digital Energy and Agriculture Lab, qui est un labo qui développe qui travaille sur les outils numériques pour l'agriculture et la gestion de l'énergie. Donc typiquement, ils sont sur des thématiques comme l'agrivoltaïque ou les jumeaux numériques. Alors l'objectif du projet. L'objectif du projet est d'améliorer la stratégie de lutte biologique basée sur les pièges olfactifs. Alors, on est parti du constat, enfin de l'expertise d'Agriodor qui a déjà plusieurs années d'usage de ces attractifs basés sur des phéromones, qui met en œuvre des dispositifs purement passifs de diffusion des molécules. Et en fait, une des premières demandes et un des gros intérêts du projet, c'est de pouvoir justement changer de paradigme, passer d'une diffusion passive à une diffusion contrôlée, voilà, de manière avec l'idée d'améliorer l'efficacité et l'efficience de la solution de protection. Il est fondamental dans
dans ce domaine d'intégrer les paramètres environnementaux, évidemment. On sait bien qu'il n'y a vraiment pas tellement d'intérêt à disséminer des signaux chimiques quand il y a énormément de vent. Quand on est en dessous de 20 degrés, par exemple, pour la ruche de la Févrole, mais ça c'est lié en ravageur. Évidemment, dans la mesure où on envisage assez rapidement un écosystème très orienté objet numérique, on a besoin d'avoir un outil de pilotage centralisé. Et donc, très simplement, dans le projet, on a deux briques technologiques. On a une brique qui est constituée d'un diffuseur de signaux chimiques, et on a une brique technologique qui comprend l'ensemble des solutions logicielles qui permettent de gérer le processus de diffusion. Donc, les contraintes du projet, la principale contrainte a été de mettre en œuvre une diffusion contrôlée. Donc tout à l'heure, on parlait de vallée de la mort et aussi de sciences pour l'ingénieur. Là, on est vraiment en plein dedans. C'est une des spécialités, enfin une des composantes de notre UMR. Et on s'est trouvé confronté très rapidement, ce qu'on n'avait pas imaginé au moment du dépôt de l'ANR, à une difficulté vraiment très sérieuse pour trouver des dispositifs de diffusion de molécules à des très faibles volumes. Il existe énormément de choses sur le marché du biomédical fournit énormément de solutions potentielles. Le seul problème, c'est que le marché médical ne s'intéresse pas tellement à ce qui se passe en agriculture. Les projets sont toujours perçus avec, voilà, le projet FITRAPS était perçu avec beaucoup de bienveillance et d'intérêt. Il n'empêche que, voilà, typiquement, quand on fait de la techno, qu'on a besoin d'avoir des kits de développement pour mettre en œuvre des solutions au labo avant de les transposer au champ, voilà, si on n'a pas de partenaire pour nous les fournir, ça ne marche pas. Et effectivement, la première année, on s'est aperçu que ça ne marchait pas avec les hypothèses qui étaient les hypothèses initiales, qui sont des hypothèses techniques. Donc ça, c'était un premier problème qu'on a pu lever en faisant un choix technologique dont je ne parlerai pas trop parce qu'il y a il y a un dépôt enfin, il n'y a pas de dépôt. Il y a une étude de brevetabilité du dispositif. Je vous montrerai quand même quelques résultats graphiques. Donc voilà, une diffusion contrôlée, ça implique d'avoir une gestion robuste des modes d'émission. Alors on parle de nanodébit parce qu'il ne s'agit pas de nanotechnologie, mais de nanovolume. Il est important avec ce type de dispositif de pouvoir modifier la formulation à la demande, puisqu'on sait que l'évolution du paysage olfactif au cours de la saison est assez important. Et ces objets, en fait, qui se veulent être déployés à raison d'une vingtaine d'objets par hectare, de pièges par hectare, doivent être intégrés dans des systèmes communicants. Donc en ce qui concerne, j'ai pas trop de temps là, c'est ça? Ouais, je vais accélérer. En ce qui concerne les objets, le diffuseur connecté, il est basé sur un ensemble électronique, une carte électronique qui a été conçue au labo et qui vient piloter un micro-diffuseur. Donc là, on est des puffs, donc on voit qu'on a quand même affaire à un puffer, sans trahir de secret, pardon, avec des puffs de l'ordre de quelques dizaines de picolitres. Au niveau de la partie de la plateforme informatique qui permet de gérer les processus, on a développé un outil numérique qu'on a appelé SemioCloud, qui permet donc le contrôle de la diffusion des signaux chimiques. Donc c'est basé sur un écosystème. Je pense qu'on. Ça marche? Ouais, non, ouais, ça marche. Je ne le vois pas, mais. Vous appuyez sur le point? Il faut le laisser appuyer. Voilà. Ah oui, pardon. Donc on voit on retrouve nos diffuseurs là, un ensemble de diffuseurs avec la météo, un dispositif de communication et un ordinateur local à la passerelle qui relaie de l'information vers un cloud qui comprend des fonctions qui gèrent la communication, le stockage, l'historisation des données, la supervision et les outils de modélisation futurs qui seront implémentés.
On a souhaité mettre un ordinateur local tout simplement parce que quand on fait de la communication longue distance, bas débit, par exemple, on peut évidemment avoir des problèmes de communication. Et donc il est important que le dispositif soit autonome et soit capable de se synchroniser a posteriori avec le cloud de gestion. Donc les services de la plateforme SemioCloud, je vais passer rapidement. On a deux familles de services. On a la partie de la gestion matérielle, enfin la couche matérielle qui gère toute la partie électronique, on va dire, et la partie gestion de processus qui gère toute la traçabilité, la construction de scénarios de diffusion, parce que le but c'est de pouvoir construire des scénarios de diffusion complexes, les modes d'émission, et la dimension de modélisation de la dispersion des sémiochimiques dont je n'ai pas parlé. On commence à travailler dessus, donc on aura des résultats d'ici quelques temps, mais là c'est vraiment le début de l'encodage. Alors quelques exemples d'émissions contrôlées, rapides, voilà. On voit qu'on a une émission simple d'un petit puff de 300 picolitres, donc on est capable de faire ça de manière unitaire. On peut générer des salves de volume identique, donc on a 3 puffs de 300 picots. On voit l'évolution d'une salve à quelques secondes après l'émission. Et on voit aussi l'émission de 2 salves, en fait, de valeurs, de volumes totalement différents. Voilà, 3 puffs de 1,5 nanolitres et 3 puffs de 300 picots. Donc au niveau des perspectives, en fait, cet outil, on voit qu'il est générique et qu'il est vraiment mobilisable dans des problématiques d'expérimentation au champ pour la communauté du biocontrôle. On dispose d'un écosystème techno qui nous permet à moyen terme de travailler sur la modélisation de la dispersion des sémiochimiques. Et c'est un dispositif qui potentiellement est capable de piloter des diffuseurs qui sont autres que les diffuseurs qu'on aura développés. Donc en termes de solutions clés en main, si on imagine une protection à l'échelle saisonnière, on peut envisager un ensemble de propositions basé sur des émetteurs préconditionnés remplis avec les kéromones ou les sémiochimiques au sens large pour faire de l'attraction, de la répulsion ou des stratégies de push-pull. Avec des services qui sont externalisables, externalisables du point de vue de l'agriculteur, donc concernant le conditionnement, le déploiement, la maintenance de la solution et la conduite de la protection qu'on peut envisager réalisée par l'agriculteur au travers de SemioCloud, ou d'un expert qui va être un prestataire, un chercheur, ou même une intelligence artificielle si on se projette un peu plus loin. Voilà, donc je voulais remercier l'ensemble des partenaires et des collègues de travail du Fab Lab du ULR. Est-ce qu'il y avait une question? Non. Moi j'en ai juste une extrêmement rapide. Du coup, le modèle économique, c'est vendre du service, c'est de vendre des hectares protégés à un agriculteur, c'est ça l'idée? C'est le modèle le plus facile à imaginer aujourd'hui. C'est quand même comme ça que les choses se passent. C'est une proposition vraiment, c'est one shot. Voilà. On peut envisager des modèles davantage orientés recherche. Nous, dans l'équipe, on est quand même très pour l'open source, pour la diffusion massive de l'open hardware, de l'open source. Donc, on n'est plus du tout dans le même modèle. Mais bon, ça fait pas consensus, semble-t-il. Voilà. Merci beaucoup. Et donc, sans plus attendre, si on peut avoir Claire. Merci. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Claire Prigent-Combaré. Je suis directrice de recherche au CNRS et coordinatrice du projet WITS Biocontrol, édition 2019, dont l'objectif était le développement d'un produit de biocontrôle d'origine bactérienne qui soit efficace contre des plantes parasites de la famille des orobranches. Et les travaux que je vais vous présenter sont ceux qui ont été réalisés par Tristan Lurti, qui était postdoc sur le projet. Et donc, ces deux partenaires, l'écologie microbienne, donc mon laboratoire, et un industriel, Greencell, qui est reconnu pour la production de micro-organismes par fermentation. Donc, les orobranches sont des plantes parasites qui sont des plantes non
chlorophylliennes et qui vont être en interaction avec une plante dont elles vont inhiber la croissance. Donc le cycle du parasite commence donc par la production de graines qui vont germer en présence de substances qui sont produites par la plante hôte. Il va y avoir ensuite la formation d'un ostorium au contact des racines de la plante hôte. Et à partir de cet ostorium, vous allez avoir fusion entre les vaisseaux du parasite et les vaisseaux conducteurs de l'hôte. Et le parasite va pomper tous les éléments nutritifs et l'eau par rapport à son hôte. Donc le développement du parasite va conduire à de très jolies hampes florales que vous pouvez voir sur la photo, qui sont violettes. Et ces hampes florales vont conduire à la production de nombreuses graines, d'une multitude de graines dans le sol. Un individu peut produire jusqu'à 100 000 graines qui sont de toute petite taille et qui vont être très facilement dispersées par le vent et qui peuvent avoir des taux de survie de plus de 10 ans dans les sols. Les plantes parasites peuvent affecter de nombreuses grandes cultures, en particulier le colza et le tournesol. Et vous voyez sur la carte à gauche la distribution des populations d'orobanches, qui sont surtout réparties dans l'ouest de la France et aussi en Europe dans les pays de l'Est. Donc les impacts sur les cultures sont majeurs, avec des pertes économiques qui sont importantes et des rendements qui peuvent être affectés à 100%. Donc pour l'instant, il existe peu de moyens de lutte disponibles contre ces plantes parasites. Le choix variétal est un des moyens le plus utilisé, mais on ne réduit pas de façon importante le niveau des populations de pathogènes dans les sols. Donc, la genèse du projet fait suite à l'identification au laboratoire il y a une dizaine d'années de souches, une souche d'Azospirillum et de Pseudomonas, qui étaient capables d'inhiber in vitro dans des essais-feux au laboratoire la germination des plantes parasites. Donc vous voyez à gauche le parasite que l'on peut faire germer. En présence donc ici on est en absence de plantes hôtes, mais en présence d'une substance de la famille des strigolactones qui va induire la germination de la plante parasite. Et à droite, vous avez par exemple en présence d'un traitement bactérien qui va inhiber cette germination. Donc ces premiers travaux ont été brevetés et par ailleurs on travaillait déjà avec la société Greencell, avec lequel on avait différents projets de collaboration, et ils ont été intéressés par ces travaux, et c'est comme ça que s'est construit le projet WITS Biocontrol. Donc Greencell est reconnu pour sa capacité à produire des inoculats bactériens avec des fermenteurs qui font plus de 5000 litres. Donc au cours du projet, on a augmenté le nombre de souches bactériennes qui avaient une efficacité contre le parasite. Donc on a développé des screenings en laboratoire en conditions in vitro et par des approches de génomique comparative et de métabolomique, on a pu identifier de nouveaux métabolites secondaires qui étaient impliqués dans l'inhibition de la germination. Et vous avez ici juste une illustration d'un exemple. Donc à gauche, c'est in vitro et à droite, les essais en serre, avec une souche B1 qui produit un métabolite secondaire anti-germinatif, un mutant qui ne produit plus ce métabolite et où on voit qu'on perd la capacité d'inhibition de la germination. Et puis on complémente ce mutant et on obtient une germination de l'orobanche qui est fortement inhibée. Et en serre, on a pu montrer que notre souche B1, qui est productrice de ce métabolite, est capable de réduire de 47% l'attachement des orobanches sur les racines. Donc, parallèlement, la société Greencell nous a produit des inoculats de nos souches actives
avec des densités cellulaires et des taux de survie qui étaient très satisfaisants et qui nous ont permis de réaliser plusieurs essais en serre. On en a fait 6, sur lesquels on a obtenu de 20 à 60% de réduction de l'infestation par l'eurobanche. Et puis, on a mis en place des essais au champ. Un premier dans l'année 2021, qui s'est terminé en juin 2022, et 2 sont actuellement en cours. Alors, la difficulté sur les essais au champ, c'est les populations d'eurobanche qui vont être en foyer. Et donc, c'est très difficile, du coup, d'avoir la réalisation de ces essais, puisqu'on ne contrôle pas la répartition des populations de pathogènes. Donc, vous avez, par exemple, ici, l'illustration de la condition contrôle, où on a juste le formulant, et vous voyez qu'on a des niveaux de population du pathogène qui sont très différents. Et par exemple, notre impact de notre souche B3, on peut avoir des fois des niveaux d'infestation qui vont être supérieurs en présence de notre inoculum par la condition témoin, et inversement dans un autre nombre de parcelles. Donc il faut vraiment multiplier les essais au champ. Et donc, notre intérêt maintenant, c'est d'étendre ces résultats à d'autres pathosystèmes. Et puis, on cherche aussi à analyser l'impact environnemental de nos inoculats en faisant des analyses de communautés microbiennes sur les essais au champ. Et on développe aussi les méthodes de suivi des souches par qPCR. Je vous remercie pour votre attention et remercie l'ANR Ecophyto pour le financement de ce projet. Il y a une question sur Internet? Non. Alors moi j'en ai une, Claire, juste sur comment est-ce qu'on peut penser à amener le produit au bon endroit. Alors, pardon. Là, on a travaillé surtout sur une application en foliaire sur des plantules de quelques jours, enfin semaines plutôt. Mais on cherche à développer des inoculats sur semences maintenant, qui pour moi serait la solution d'avenir pour pouvoir avoir une interaction très précoce. Donc ça veut dire que pour l'instant, le produit il est systémique, il est capable de migrer dans les systèmes racinaires, dans toute la plante. Ok. Merci beaucoup. Et donc on va écouter maintenant sur des projets courts, puisque lancés en 2021, Christophe et puis Pierre. Et peut-être Claire, vous mettez sur un siège devant, puis on reviendra pour la série des questions, parce qu'il n'y a pas assez de sièges pour tout le monde. Il y a trop de monde dans cette session, voilà. On a gardé trop de projets, en fait, c'est ça le problème. Christophe. Bonjour, je suis Christophe Sauce, ingénieur à Terrinovia. Je vais vous parler d'un projet sur les oiseaux, l'imitation des dégâts d'oiseaux, que nous coordonnons, et nous travaillons ce projet avec l'UMR Agronomie de l'INRAE et la NAMSO sur les producteurs multiplicateurs de semences. Alors, les dégâts d'oiseaux, c'est vraiment un gros sujet actuellement chez les agriculteurs. Et en fait, c'est un sujet qui est assez peu travaillé. Et enfin, bon, là, vous voyez une présentation qui avait été faite en juin là, sur le problème sur tournesol. Donc avec des collègues argentins, suisses, américains. Ça préoccupe pas mal les agronomes, ça préoccupe beaucoup les agriculteurs parce que c'est un problème un peu orphelin. Alors de quoi on parle? On parle de dégâts à la levée, surtout. On en a de plus en plus depuis une quinzaine d'années. Donc sur tournesol, sur légumineuses à graines, sur maïs, donc des dégâts de pigeons ramiers, et puis des dégâts de corvidés. Alors on a des pertes économiques qui peuvent être très importantes, avec des cas de ressemis. On ressème une fois, 2 fois. Et ce qui est très embêtant aussi, c'est que c'est un obstacle à la diversification des cultures. C'est-à-dire qu'il y a des zones où les gens hésitent à diversifier leur système de culture parce qu'on a ce risque, cette épée de Damoclès. Alors, les résultats initiaux, on a quelques résultats à la parcelle, mais en fait, on se rend compte que des techniques à la parcelle peuvent être efficaces dans certains cas et pas d'autres. Par exemple, on a quelque chose qui est efficace, bon, bah, les oiseaux vont aller sur les parcelles d'à côté. Donc ça, globalement, on aura raté.
Ou alors, s'il n'y a pas de parcelle pour aller manger à côté, bah, les oiseaux vont s'habituer. Et donc, finalement, on va avoir une efficacité qui décroît dans le temps. Et on se rend compte, donc là, le consensus, c'est qu'il faut bosser au niveau du paysage, combiner des leviers à effet partiel dans le paysage pour essayer de trouver une solution. Et donc, on est vraiment sur une question d'adéquation au niveau du paysage entre la demande des oiseaux et l'offre du paysage, à la fois l'offre de ressources cultivées et non cultivées. Mais là, vous vous rendez bien compte qu'on a une mise au point, une validation des solutions qui est délicate à cette échelle. Alors, la stratégie, c'est de travailler sur 3 territoires, donc dans l'Yonne, en Beauce et dans la Drôme en production de semences. Donc, on est vraiment dans de la co-conception. Donc, on va réfléchir avec les parties prenantes, on va collecter des données, donc avec un développement d'outils numériques. Donc, c'est surtout intégrer des briques techniques qui existent déjà. Collecter des données sur les oiseaux, sur les dégâts, sur les méthodes de protection avec des sorties cartographiques pour évaluer ce qui se fait et voir quels sont les leviers les plus intéressants et comment on peut combiner les choses. Et on va voir sur les 3 ans du projet si on peut améliorer la situation sur ces territoires. Alors les solutions auxquelles on aimerait arriver, ce sont des stratégies de prévention qui seront évaluées dans le cadre du projet. Donc comme je le disais, une combinaison de leviers. Et également un outil de pilotage qui permet de mutualiser les informations de différentes sources et de supporter la prise de décision collective et individuelle sur les territoires. Merci. Merci Christophe. Et donc sans plus attendre, Pierre pour le projet CISAM. Bonjour. Bonjour, je me présente, Pierre Pougeot. Je suis ingénieur développement chez Paname Semences et je vais vous parler du projet CISAM, donc Système intelligent de stockage des semences sous atmosphère modifiée. Alors nous, on s'intéresse non pas au champ, mais au niveau du stockage, c'est-à-dire une fois que la récolte est effectuée et qu'elle arrive dans tout le processus de post-récolte, et plus particulièrement au niveau des stations de semences. Donc CISAM, c'est une collaboration entre 2 entités, donc une PME du Sud-Ouest et le laboratoire LAS, qui est également basé à Toulouse. Donc on s'attaque à une problématique qui est là depuis longtemps, mais qui va crescendo avec le temps. En particulier au niveau des stations de semences, il faut savoir qu'aujourd'hui, d'une année sur l'autre, il y a environ 5 à 10% des lots qui ne sont plus commercialisables, donc ça peut atteindre des pertes de plusieurs centaines de milliers d'euros. Et donc, rien qu'en France, c'est des volumes qui sont absolument énormes. Et donc voilà, l'objectif de ce projet, c'est de s'adresser à ce problème avec une technologie qu'on commence à déployer déjà, c'est l'atmosphère modifiée. Alors, pour information, donc l'atmosphère modifiée, c'est du stockage en enceinte hermétique avec contrôle ou modification de l'atmosphère, que ce soit par anoxie, réinjection de CO2, d'azote, voilà, les gaz les plus couramment utilisés, avec un impact en fait sur la conservation qui est assez, on va dire, complet et total, à savoir une isolation du grain, une réduction de tout ce qui est croissance des micro-organismes et une élimination totale également de toutes les formes d'insectes et de tous les stades de développement d'insectes également. Donc aujourd'hui, l'objectif du projet, c'est d'arriver un peu à ce qui est présenté là, quelque chose d'assez complet, avec un travail sur on va dire la plateforme de conditionnement, le système hermétique, donc à savoir le format Big Bag qui est adressé, la mesure des paramètres physico-chimiques du grain, et bien sûr derrière le traitement de l'analyse et la restitution à l'utilisateur. J'ai détaillé ici les différents lots de travail. Chaque lot, globalement, s'adresse à une brique technologique de la solution. Les premiers résultats initiaux, donc principalement, on arrive à montrer en laboratoire qu'on arrive à récupérer l'ensemble des informations du grain, avec en particulier la mesure de tout ce qui est taux de CO2, qui en fait, à l'heure actuelle, est assez peu courante, disons, d'atteindre des taux mesurés presque à 80-90%, ce qui est assez nouveau.
Aujourd'hui, donc, l'impact espéré de ce projet, c'est bien sûr d'accélérer la diffusion de ce type de stockage, que ce soit sur les stations de semences, mais de manière plus globale auprès de tous les acteurs de l'agriculture. Bien sûr, la partie réduction de l'utilisation des pesticides, des insecticides de stockage. On donne une utilité également directe au CO2, qui est souvent en fait un coproduit de réactions industrielles. Et puis également, à terme et à plus long terme, on va dire des applications au niveau de la donnée de stockage, voilà, avec notamment des modèles prédictifs. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Et donc, merci à vous tous. Et donc, on a prévu un petit temps de questions-réponses. Alors, peut-être qu'il y en a sur Internet, sinon c'est avec la salle, pour l'ensemble des orateurs que nous avons entendus ce matin, puis nous irons en pause. Est-ce que vous auriez des questions pour l'un ou l'autre? Je vais chercher un deuxième micro. On ne vous entend pas, je crois. Ouais, c'est bon? Ma question s'adresse au projet Lido. En fait, je me demande s'il y a une adaptation locale des oiseaux au niveau d'un paysage donné. Est-ce qu'on réussira à changer cette adaptation-là? Parce que vous avez bien dit que parfois, c'est juste déplacer le problème d'un endroit donné à un autre. Comment on gère ça, même en raisonnant au niveau d'un bassin de production, par exemple? Alors, il y a plusieurs idées qu'il faut tester. C'est-à-dire les déplacer d'un endroit à l'autre, éventuellement leur offrir des ressources alternatives, concentrer la mise à disposition de ressources cultivées, c'est en coordonnant les semis. On va faire en sorte qu'il y a beaucoup de ressources au même moment et ça va dépasser la capacité de consommation des oiseaux. Donc voilà, c'est du push-pull. Ensuite, les déplacer pour qu'ils aillent au bon endroit et qu'ils soient cantonnés au bon endroit. Donc il y a plusieurs stratégies qui peuvent être imaginées et ça, c'est ce qui va être discuté dans le cadre des groupes de conception. Juste lève-toi peut-être pour qu'on voit. Voilà. Question, puis tu dis Une question sur le projet relatif à la diffusion des sémiochimiques en plein air. Alors je ne sais plus comment il s'appelle le projet. Bruges de la Févrole. Ouais. Alors j'ai deux petites questions. D'abord, j'ai pas bien compris ce que l'objectif, c'est de faire du piégeage d'avertissement, du piégeage de masse contre ce ravageur, qui n'est pas non plus. Alors l'objectif. En fait, les objectifs sont multiples, mais initialement, c'était vraiment de fournir aux utilisateurs de sémiochimiques des modalités de contrôle qui leur permettent de générer des paysages olfactifs relativement variés. D'accord. Donc ça c'est vraiment le... Alors, ce qui est amusant dans ce projet, c'est que en réfléchissant d'un use case relativement précis, parce qu'on travaille sur la févrole et la bruche, on s'est aperçu qu'en questionnant les communautés des entomologistes, qu'évidemment les problématiques de diffusion et de contrôle fin adéquats, acceptables, parce qu'effectivement des solutions de labo, plusieurs milliers d'euros, il y en a. Des solutions avec quelques euros, il y en a pas en fait. Il n'y en a pas parce qu'il n'y a pas de marché pour l'instant et c'est... Enfin, en tout cas, on n'en a pas identifié. Je veux bien, effectivement, peut-être qu'on en a raté. Hein. Mais ce qui est certain, c'est que voilà, tous les industriels qu'on a contactés nous ont dit il n'y a pas de marché, on attend que les labos comme les vôtres nous montrent la voie à suivre. Donc, l'idée aussi d'éco-phytomaturation, c'est TRL élevé avec transfert relativement simple à réaliser et puis aussi, l'idée d'avoir des coûts qui soient, une partie industrialisation assez rapide qui ne demande pas des années de développement, quoi.
Ok. Ouais, ça m'intéresse. Bon, le problème de la diffusion des odeurs, enfin moi, nous on travaille beaucoup sur les phéromones, donc là c'est vraiment utilisé depuis des années. Tout à fait. En fait, la maîtrise de la diffusion d'odeurs, c'est aussi bien en parfumerie qu'en agriculture, qu'en usage domestique. On va dire c'est à peu près maîtrisé, même s'il y a des marges de progrès. Tout à fait. Selon moi, le problème, il n'est pas vraiment là, quoi. Le problème, c'est le comportement d'un nuage odorant qui est censé être biologiquement actif, oui, en plein air, oui, et comment arriver à maîtriser ce nuage odorant. C'est-à-dire avoir dans des volumes d'air, que d'ailleurs on ne sait pas, puisqu'on ne sait pas quel est le volume d'air qu'un insecte utilise pour se comporter, quel type de concentration, quelle variation de concentration doit avoir, et comment les maîtriser, c'est-à-dire les gérer, ces concentrations. Sinon, et c'est la problématique majeure, par exemple, aux phéromones sexuels, ça. On est bien d'accord. Que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas. On est bien d'accord, effectivement. Il y a, enfin, j'en veux pour preuve les nombreux projets de recherche basés sur, enfin, qui cherchent à évaluer le comportement d'un paysage olfactif, la dispersion atmosphérique des molécules. Alors nous, on est à l'UMR-ITAP, on travaille avec l'unité Ecosys d'INRAE, avec l'équipe de Benjamin Loubet, justement, avec lequel on a un certain nombre de projets en commun. Et on a dans le scope du projet de disséminer avec nos dispositifs dans des parcelles expérimentales, avec Ecosys de faire des mesures en PTRMS notamment, voilà, pour voir comment les choses se passent. Et donc c'est un challenge pour tout le monde parce que les seuils de détection sont très faibles en PTRMS, mais voilà, les concentrations avec des phéromones sont très très en dessous de ce qu'Ecosys a l'habitude de pratiquer, enfin, si j'ai bien compris. Donc c'est voilà, c'est un challenge gagnant. Merci Jean-Philippe. Est-ce qu'elle a une dernière question, sinon on va en pause? Oui, j'ai une question dans le chat de Philippe Nikos pour Mokoriba. Donc, si les modèles épidémiologiques développés pourraient être utilisés et comment pour favoriser l'efficacité et le positionnement des traitements de biocontrôle? Alors oui, ça fait partie des objectifs de Mokoriba. On avait même au départ un objectif d'estimation en temps réel à partir des données d'épidémiosurveillance du risque épidémiologique. On se confronte à une difficulté qui est que il y a des modifications en termes de mise à disposition de ces données d'épidémiosurveillance qui rendent cette mise à disposition en temps réel beaucoup plus difficile. Et d'ailleurs, je profite pour dire que la diminution continue des financements de l'épidémiosurveillance est une vraie menace pour ce genre de choses, et que c'est voir les choses très à court terme, de continuer cette réduction. Il faut faire attention à préserver ces données qui sont complètement uniques au niveau international et qui sont d'une extrême valeur. Ils commencent à être très bien valorisés en termes de publications scientifiques déjà en France. Et quand on a de la publication scientifique qui marche, après ça ouvre la porte à de la maturation derrière. Donc il faut faire attention à ce genre de données. Merci Corentin. Bon, je vous propose qu'on arrête là, on va faire une pause. Et donc à distance, nous avons un quart d'heure de pause et donc on reprendra à l'admi, si vous voulez bien. Merci à vous tous encore pour ces présentations de ce matin.